y a deux éléments qui avancent, à la fois celui de l'accélération, comme vous le mentionnez, des déstabilisations sur les maladies neurodégénératives, sur les maladies d'Alzheimer, et surtout les résidents des EHPAD qui voient s'accélérer leurs conditions, et dans lequel ils ont besoin beaucoup plus de notre affection et notre soutien que de savoir s'ils sont positifs ou négatifs. Donc là, on est vraiment dans une situation dans laquelle on n'a pas compris, et je vous rejoins tout à fait sur la question de la schizophrénie. Et on a un deuxième problème qui est celui des conséquences des confinements. Et depuis 6 mois de ce confinement et de toutes les conséquences dramatiques que l'on a vécues depuis, ce que l'on voit, c'est que la France est en train de rentrer dans un cycle de très grande pauvreté. Et ce point-là, le conseil scientifique se dit, eh bien écoutez, moi de toute façon je m'en lave les mains puisqu'il se déclare incompétent sur ce domaine, et il suffit de relire son avis du jeudi 22 septembre, publié la semaine dernière, qui nous dit sur les questions qui sont signalées et qui ont leur importance, le conseil scientifique se déclare incompétent et ne fera pas d'exploration continue. C'est-à-dire qu'ils sont non seulement capables de nous dire qu'ils ne veulent pas aller au-delà du strict social et sanitaire qui est de l'ordre de la compétence du conseil scientifique, mais qu'en plus, ils n'ont pas la responsabilité pour dire tout ce qu'ont été les conséquences dramatiques qu'on a vues maintenant, et dans, à nouveau, lesquelles les plans sociaux, les licenciements, les faillites d'entreprises et en particulier les petites entreprises doivent être prises en compte. Le fait que le conseil scientifique et les instances sanitaires reculent pour assumer cette responsabilité est absolument dramatique. Je voudrais juste répondre là-dessus parce qu'à un moment, c'est irresponsable de dire des choses comme ça. Non, mais laissez-moi finir. Les instances scientifiques et les instances sanitaires se dégagent maintenant de toute responsabilité. Laissez-moi finir. Allez-y. Monsieur Toussaint, qui a plein d'idées sur tout et ça va dans tous les sens, dit il faut laisser filer le virus. On laisse filer le virus. Laissez-moi finir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez réussir à comprendre ce que je veux dire. On laisse filer le virus. Donc il va y avoir plus d'entrées en réanimation. Donc si on suit la stratégie de M. Toussaint, dans 3 semaines, les services de réanimation sont pleins. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser mourir les gens aux portes des services de réanimation? Qu'est-ce qui va se passer? On va fermer le pays. Donc est-ce qu'il vaut mieux fermer le pays dans 1 mois, et là pour le coup totalement tous être morts économiquement, ou essayer de trouver un juste milieu pour essayer de ne pas avoir fermé le pays? Alors Martin Blochier nous refait le coup de Pasteur. Réfléchissez à ce qui va se passer dans 15 jours ou 3 semaines. Vous nous refaites le coup des prédictions apocalyptiques de Pasteur, celles de Neil Ferguson, certes, sur lesquelles vous nous avez annoncé les 500 000 morts. Et nous, on travaille, plutôt que de dire n'importe quoi, comme ce que vous dites en permanence. Messieurs, ne vous jetez pas d'anathème. Il a dit tout l'été que c'était terminé. Il a dit tout l'été que c'était terminé, que la seconde vague, c'était de la pure fiction. Je l'ai eu face à moi. Et maintenant, il dit qu'il va y avoir un plateau, alors que c'est ce que je dis depuis 1 mois. Donc vous dites n'importe quoi, et vous osez venir en plus brasser du vent, il n'y a pas de fond, c'est insupportable. Je vous ai dit depuis le début, si vous ne supportez plus, alors à ce moment-là, vous n'avez peut-être plus besoin d'être en société, mais si nous sommes encore en capacité de nous écouter, je vais vous donner le point. Je vous ai dit depuis le début que vous vous étiez trompé. C'est vous qui dites n'importe quoi. Je vous ai dit depuis le début que vous aviez annoncé des deuxièmes vagues depuis le mois d'avril, pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Il se passe quoi là alors? Il n'y en a pas eu. Il se passe quoi là? Alors il se passe quelque chose que je vais vous montrer. Grand spécialiste du Covid. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer. Mais c'est du très haut niveau. Continuez. Non, mais il n'y a pas besoin de... grand spécialiste On peut débattre, docteur Blachier, dans le respect des interlocuteurs qui sont sur ce plateau. Pas besoin de jeter des anathèmes et des noms d'oiseaux. On va parler de définition, d'accord? Ça, c'est une vague, d'accord? Vous reconnaissez là les données de Santé publique France sur les décès hospitaliers et les moyennes qui sont celles de chacune des semaines. Ça, ce serait une deuxième vague que vous nous avez annoncée à chaque fois depuis le début. C'est la même. C'est tellement nul. S'il vous plaît, docteur Blachier. Non, mais c'est la même. Vous pouvez utiliser d'autres mots, peut-être. Dire que c'est faux. Ça, c'est une deuxième vague. Ça changerait. Maintenant, vous allez voir. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ça? Vous allez voir ce qui se passe en ce moment. D'accord? Ça, ce sont les données de Santé publique France avec 32 décès hier. Expliquez-moi la différence entre une deuxième vague que vous nous avez annoncée depuis 6 mois et la réalité. La réalité n'a rien à voir et vous avez transformé votre discours pour dire que maintenant nous serions sur un plateau. Mais n'importe quoi. C'est ce qu'on est en train de vivre et vous nous dites, je vous l'ai prédit depuis le début. Donc restez humble, si vous voulez bien. Restez dans votre case. On ne vous mettra pas d'accord ce soir. Juste pour lui répondre. Oui, mais alors, s'il vous plaît, choisissez vos termes, docteur Blachier. Non, mais il faut... Professeur Toussaint, s'il vous plaît. On va ramener un tout petit peu de calme sur le plateau et de sérénité, docteur Blachier. La description d'une seconde vague limitée comme ça en plateau, je l'ai publiée au mois d'août. Je veux dire, je l'ai annoncé face à ce monsieur qui disait que c'était de la folie, qu'il n'y avait rien, que c'était une invention, qu'il n'y avait pas de reprise épidémique. Alors on m'a dit, ah mais non, parce qu'une vague, c'est quand ça monte aussi haut. Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Franchement, ça vole un peu trop bas pour moi.
Franchement. Moi, je me mets au niveau de mon interlocuteur. Soit on arrête le débat là, il y en a un ou deux qui sortent. Non, mais je vous le dis, ça suffit maintenant de dire... on n'est pas dans une cour de récré maintenant. Il y a des centaines de millions de Français qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques, à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Je vous assure qu'il y en a ras-le-bol. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. Il y en a ras-le-bol. Je ne dis pas n'importe quoi. Non, mais arrêtez de vous donner des noms d'oiseaux. Arrêtez, c'est insupportable, parce que nos politiques, ils prennent leurs décisions en fonction de ce que vous dites, vous aussi. Je ne pense pas que c'est en fonction de ça qu'ils prennent leurs décisions. Donc franchement, il y a un moment, il faut juste un tout petit peu retrouver de calme et de sérénité. Là, on l'a pas. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant. Pardon, Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire, mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. J'ai été soigné par Didier Raoult. Il y a cru, la croyance. Il a cru peut-être parce qu'il a vécu cela. Et il s'est dit, quand j'ai pris ce médicament, j'ai plus eu de fièvre et ça allait mieux. Oui, mais c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Sinon, on l'aurait vu dans les études. Donc en fait, il y a le hasard qui fait qu'il a été mieux et lui. Il y a eu beaucoup de hasard. Il y en a beaucoup qui ont témoigné. Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine. Sinon, je suis désolé, c'est du charlatanisme. On peut dire tout ce qu'on veut. Il me semble que c'est un peu exagéré le charlatanisme parce que on pourrait l'appliquer à tous les médecins qui sont venus et qui nous ont raconté des énormes salades, y compris 500 000 morts. Et ça a été, je vais pas rappeler ça, mais ça a été une chose hallucinante. Ce qui compte pour l'instant, c'est de suivre le nombre de décès et celui-là, dans aucun pays d'Europe, pour l'instant, ne réaugmente. Attendez quelques semaines, vous allez les voir réaugmenter. Non, ça fait 3 mois. On peut pas s'en réjouir. Ça fait 3 mois que vous êtes en train de parier pour Blachier. Eh bien moi, quand vous me dites qu'il y a 500 000 morts avec un modèle à 3 équations différentielles et qu'on décide de mettre la population intégralement pendant 2 mois enfermée, j'ai envie de dire aussi c'est du charlatanisme, non? Vous êtes en train de dire depuis 6 mois qu'il va y avoir une augmentation en avril avec le relâchement. Elle n'a pas eu lieu. En mai, avec le déconfinement, elle n'a pas eu lieu. En juin, avec la fête de la musique, elle n'a pas eu lieu. Et en juillet, avec les clusters de Mayenne, elle n'a pas eu lieu. Donc ça fait 4 fois, 5 fois que vous vous trompez sur les pronostics qui sont donnés. Il est important de comprendre ce que les déterminants de cette épidémie font. L'idée, c'est pas de dire si c'est trompé ou pas. L'idée, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Et moi, j'ai pas la preuve du contraire que si on n'avait pas confiné, il n'y avait pas eu 300 000 morts. Prouvez-moi le contraire et j'arrêterai de le dire. Eh bien, moi, prouvez-moi que ça a fonctionné. Et je vous dirai le truc, mais c'est très simple. Écoutez, je vous sors une toute petite courbe. Heureusement, la Suède n'a pas fait le confinement. Et regardez, ici en vert, c'est la Suède, et ici en rouge, c'est la France. Vous voyez une différence, vous ? Et nous, au moins, on travaille, plutôt que de dire n'importe quoi, comme ce que vous dites en permanence. Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine. Sinon, je suis désolé, c'est du charlatanisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Notre deuxième entreprise du jour, PH Expertise, une société lancée en 2012 par des médecins et qui prévoit, avec des logiciels très performants, l'impact économique et sociétal des dépenses de santé. Avec nous sur le plateau, son cofondateur, Martin Blachier. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous brièvement PH Expertise, son concept, sa genèse. Alors, PH Expertise, ça a été créé par Henri et moi à la fin des études de médecine, qui sont assez longues. Moi, je terminais mon internat. J'avais fait un MBA en parallèle de mes études de médecine et Henri finalisait un doctorat en modélisation et en économie. Et il était un jeune chercheur dans le public, dans une unité à l'Institut Gustave Roussy. Et moi, j'avais beaucoup travaillé sur l'accès à l'innovation en santé. Et on s'est rencontrés et on avait 2 constats communs. Le premier constat, c'était que les choix qui étaient faits en santé étaient faits sur un niveau de rationalité qui était insuffisant et qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Le deuxième constat qu'on faisait, c'était que l'évolution du système de santé était l'idée par le tempo de l'innovation. Et donc c'est l'innovation médicale qui est à un rythme exponentiel et qui va finalement influencer l'évolution du système de santé. Et globalement, on a décidé de créer une structure qui allait développer des modèles de simulation assez complexes que Henri maîtrisait très bien. Et l'idée, c'était que la complexité était trop importante pour pouvoir prendre des décisions rationnelles simplement lors d'une discussion. Il fallait des outils performants, complexes, qui pouvaient répondre à des questions simples,
mais qui prenait en compte un certain nombre de variables bien trop importantes pour simplement décider rapidement comme c'était fait auparavant. Ça peut surprendre ce que vous dites, hein, parce qu'on se dit, en fait, il faut juste soigner les gens, qu'est-ce qu'on n'a même pas... Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Non mais c'est très simpliste, comme raisonnement, on n'a même pas besoin de se... Mais non, alors, oui, bien sûr. En fait, la question est très simple. Il faut soigner les gens, donc la question est simple. La réponse, elle est assez simple, c'est oui. Mais en revanche, vous avez des milliers de nouveaux traitements qui vont arriver. Vous avez des nouveaux modes de prise en charge et vous avez tout qui change en permanence et vous avez même des nouvelles maladies qui apparaissent puisque les gens sont soumis à un environnement qui est différent. Et tout ça, il faut que ce soit prévu. Exactement. Et il y a des décisions qui doivent être prises en permanence. Et en fait, souvent, ce qu'on s'est aperçu les années précédentes, c'est qu'en fait, l'évolution du système avait toujours un temps de retard par rapport à l'innovation. Et donc, en fait, il faut avoir une vision prospective, prédictive, afin de pouvoir faire un système de santé qui soit cohérent avec l'innovation qui est dans les pipes de tous les gens qui sont en train de faire de l'innovation en ce moment aux États-Unis, en Israël, en Europe et même en Asie. Alors concrètement, comment ça fonctionne, ces modèles d'intelligence artificielle finalement que vous avez développés? Vous mettez des données dedans? Alors tout à fait. En fait, ce sont des modèles de simulation qui sont des modèles théoriques avant tout. L'idée, c'est de manière pensée et théorique de reconstituer l'histoire de la maladie. Donc on se met sur une maladie donnée, parce qu'on a une problématique particulière. Sur un cancer? Sur un cancer, par exemple, et on va recréer toute l'histoire du cancer. De son début, de sa genèse jusqu'au décès du patient. Il va y avoir énormément de choses qui vont se passer, et il va aussi y avoir énormément d'interventions et de prises en charge qui vont être faites. L'objectif, c'est d'abord de simuler la situation standard. Pour ça, on va d'abord collecter énormément de données. C'est sûr. Auprès de qui? On va collecter des données dans les bases de données existantes, dans la littérature scientifique, on va consulter des experts de la pathologie et on va être capable de reconstituer l'intégralité de la connaissance existante sur le sujet. Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Ensuite, on va construire un modèle théorique qu'on va remplir avec ces données et ensuite, on va calibrer notre modèle sur le réel. Et à la fin, on va avoir ce qu'on appelle un standard, un scénario de référence qui correspond à ce qui existe aujourd'hui, qui va totalement coller à la réalité, avec une simulation individuelle des patients. C'est-à-dire qu'on va réussir à faire une machine virtuelle qui va reconstituer l'histoire du patient en fonction de ses caractéristiques et des caractéristiques de sa maladie. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est quelqu'un qui a 25 ans? Est-ce que c'est quelqu'un qui a 60 ans? Est-ce qu'il a telle mutation génétique? Est-ce qu'il a tel facteur pronostic? Et à partir de ce scénario de base, on va être capable d'appliquer l'effet d'une innovation thérapeutique à travers différents scénarios. On va comparer ces scénarios et là, on pourra prendre une décision. Alors, c'est impressionnant ce que vous dites, hein. Qui sont vos clients? Combien en avez-vous? Et dans quel secteur? J'imagine que ce sont principalement les secteurs pharmaceutiques, mais peut-être pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un marché de niche, puisqu'il faut que ce soit des gens qui soient en face d'une problématique où quelque chose va changer. Il faut qu'il y ait une innovation de rupture. Les premiers clients de ce genre de simulation sont bien entendu les gens qui doivent prendre des décisions. Et comme vous le savez, en santé, dans les pays développés en tout cas, ce sont des décisions, c'est une prise en charge collective de la santé, donc les décisions sont assez centralisées. Donc finalement, vous avez des décideurs, donc le système est organisé avec une assurance maladie, un ministère de la Santé, des agences d'évaluation qui vont avoir besoin de prendre des décisions. Et ces décisions, elles sont tellement lourdes en termes de qualité de vie, même d'années de vie des patients. De vie tout court. De vie tout court et en termes de coûts, qu'il faut que ce soit appuyé sur une rationalité qui est extrêmement forte. Et la problématique est tellement complexe aujourd'hui qu'on est obligé d'avoir recours à ce type de simulation pour pouvoir prendre la décision. Donc évidemment, les premiers clients, ce sont les gens qui prennent les décisions. C'est avant tout les décideurs publics, puisque la prise en charge de la santé, elle est publique, et c'est le public de toute façon qui prend les décisions en France et dans la majeure partie des pays développés. Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Y compris les États-Unis. Ensuite, vous avez évidemment les gens qui vont avoir une proposition de valeur à faire à ces décideurs publics. Ces gens-là, ce sont tous les gens qui ont une innovation, dispositif médical, équipement, software, évidemment médicaments. Eux, ils vont avoir à prouver que leurs médicaments apportent une valeur dans un environnement extrêmement complexe. Donc ils vont devoir finalement faire une simulation en disant « Vous avez votre population française à traiter, moi j'ai cette solution, étant donné de ce qui existe aujourd'hui, voilà ce que je peux vous apporter et pour quel coût ». Et donc le décideur va être capable de prendre sa décision en fonction de ces éléments-là. Et alors, du coup, le résultat de vos études, il est décisif dans leur décision? Il est évidemment décisif puisque vous avez en fait un niveau de rationalité, un niveau de preuve qui est supérieur à ce qu'ils avaient auparavant.
Donc quand les gens sont venus vous chercher, c'est qu'ils avaient un enjeu majeur, ils devaient répondre à une problématique importante et devaient appuyer leur décision sur quelque chose de très solide. Donc quand vous leur donnez des données, un niveau de preuve qui dépasse ce qu'ils ont habituellement, ils sont obligés de s'appuyer dessus. Et on a de nombreux exemples où évidemment les clients se sont appuyés sur ce qu'on avait fait pour prendre des décisions. Ça a un côté très, très perturbant parce qu'on se dit finalement si l'impact ne leur convient pas ou si l'impact n'est pas à la hauteur de leurs espérances, ils n'y vont pas. Non, non, pas du tout. C'est au contraire, ça doit vous rassurer. C'est-à-dire que vous avez une innovation qui arrive finalement dans l'environnement et vous avez des gens qui, au lieu simplement de regarder rapidement des résultats et de dire ça a l'air intéressant, ça n'a pas l'air intéressant, vous imaginez qu'ils vont simuler l'avenir, ils vont prendre en compte les caractéristiques de la population, ils vont appliquer de l'innovation, ils vont dire est-ce que c'est intéressant pour ma population ou est-ce que c'est pas intéressant, étant donné qu'il y a d'autres des innovations qui arrivent en même temps, étant donné que la pathologie est en train de changer, étant donné qu'il y a de plus en plus de patients ou de moins en moins de patients, que c'est cette forme-là de pathologie qui est plus en train de se développer qu'une autre forme de pathologie. Donc au contraire, moi je trouve ça très rassurant, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de prédire l'avenir et de prendre des décisions de manière tout à fait éclairée et rationnelle et quantifiée. Et alors, lui, il dit il faut sortir de ça, parce que d'un coup, qui est-ce qui prend le pouvoir? C'est plus le groupe qui décide, c'est celui qui possède la technique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus vous qui décidez de votre destin ou si vous avez un téléphone portable dans la poche, c'est Google. C'est plus vous qui décidez si vos enfants peuvent avoir accès à telle ou telle chose. C'est celui qui possède la technique. C'est vrai en santé ce que je vous raconte. C'est tellement vrai que c'est vrai dans la création du savoir médical et dans le champ de la praxis. La praxis, c'est la pratique. Dans la création du savoir, d'un côté, vous aviez les vieux mandarins qui disaient « j'en ai vu 5-6 », puis il y en avait un autre en face qui disait autre chose, et puis vous faisiez votre marché, vous faisiez votre idée. Chacun avait un peu raison. D'un coup, on dit ça n'a aucun sens. On va mettre en route un fil à couper le beurre méthodologique technique, qui est l'idéal statistique de la vérité, A versus B sur une grande série. OK. Et on fait l'evidence-based medicine. Et on vous dit c'est ça la vérité. Sauf que c'est pareil, c'est un système industrialisé de production de savoir, et il a toutes les subversions du modèle industriel. Trucage, invention de patients, enjeu de pouvoir, être agrégé, faire sa thèse, etc., mentir. À la fin, vous savez plus ce qui est vrai. Et donc apparaît encore autre chose, la digitalisation du monde, c'est-à-dire la duplication numérique du réel. D'un coup dit, si je capte un maximum d'informations, je vais être capable de vous prédire dans quelques minutes ce qui va se passer. Et je n'ai plus besoin de savoir si théoriquement ça a un sens. Je vais juste vous dire, ça va se passer comme ça. Et ça c'est Waze, quoi. Si j'ai un maximum de voitures dans le circuit, je peux vous dire par où il faut passer. Et je vais avoir un pouvoir prescriptif sur le monde. Mais d'un coup, ça veut dire que le champ, et ça c'est bien marqué par une étude en 2008 dans Science, qui s'appelle Google Flu Trends. Google dit « Je suis capable de prédire mieux qu'un institut d'épidémiologie une épidémie de grippe, juste sur les occurrences de clics et les mots-clés dans les requêtes. » Si quelqu'un dit qu'il a le nez qui coule, qu'il demande l'adresse d'un médecin, etc., moi je vais colliger tout ça et je vais vous dire « Là, il y a un burst. » Et je vais vous dire « Là, il y a une épidémie de grippe. » Ça a fait date, parce qu'en fait, ce truc-là est en train d'arriver partout dans notre médecine. L'intelligence artificielle, le big data mis en corrélation, est capable mieux que l'evidence-based medicine, mieux que le vieux mandarin de vous dire le réel. Mais il n'y a plus d'a priori de vérité, et d'ailleurs il n'y a même plus de vérité, elle est labile. Demain, Waze vous donnera un autre itinéraire. Donc c'est vrai dans la création du savoir, et c'est vrai aussi dans la pratique médicale. Petit à petit, l'ensemble de la pratique de soins, qu'elle soit paramédicale ou médicale, est encadrée par des protocoles, des process. À la fin, tous les internes ont un textbook, les valeurs changent. On ne vous demande plus d'être intelligent, courageux, humain, on vous demande d'être docile au protocole. Et si vous êtes docile au protocole, tout va bien. Vous êtes un bon médecin. Mais comme si vous êtes docile au protocole, vous ne faites qu'appliquer un algorithme, finalement une médecine algorithmique peut vous remplacer, et même doit vous remplacer, elle sera meilleure que vous. Ah, ça veut dire que on se trompe encore une fois, quoi. Et alors, citez-nous un ou deux cas pratiques, par exemple, pour qui veut. Enfin, je ne sais pas si c'est confidentiel. Si, non, mais je vais vous citer des cas pratiques sans citer de nom. Le premier cas pratique, c'est on a fait 2 projets avec l'Institut national contre le cancer pour décider quelles allaient être les stratégies de dépistage de 2 grands cancers qui sont dépistés, qui est le cancer du col de l'utérus avec le dépistage d'HPV et des cellules anormales au frottis, et le dépistage du cancer du côlon avec les polypes par la coloscopie et par d'autres tests, soit sanguins, soit fécaux. Vous avez à peu près 10 tests qui existent, et c'est des tests que vous pouvez faire à partir d'un certain âge avec une fréquence différente. En fait, vous avez des dizaines de scénarios comparables. Évidemment, c'est très compliqué puisque vous avez des cancers qui se développent en même temps, et puis vous avez certains cancers qui se développent, qui régressent, donc tout ça, vous devez le prendre en compte. On a fait toutes ces simulations.
on a revu tout, on a fait les simulations, on a fait les scénarios, on a regardé les résultats avec les experts, et après on a pu faire des recommandations au ministère en disant voilà, nous on pense, étant donné l'épidémiologie du cancer en ce moment, les tests qui existent et les résultats qu'on peut en attendre, c'est cette stratégie qu'on recommande. Et dans les deux cas, je crois que c'est les stratégies qui ont été retenues par les décideurs. Qui ont été suivies. Non, mais là, effectivement, c'est impressionnant. On se demande juste pourquoi ça n'existait pas avant. Comment on arrivait à prendre des décisions sans avoir tous les tenants et aboutissants. En fait, c'est des méthodes qui sont assez récentes. C'est des méthodes de simulation assez complexes. Et surtout, ça dépend aussi des capacités de calcul des machines, puisque vous simulez des centaines de milliers de patients. Il y a avoir les données, en plus. Alors, il y a les données, il y a aussi les capacités de calcul. Donc, c'est vraiment des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10-15 ans. Mais c'est évident que selon moi, c'est des choses qu'on devrait faire systématiquement à chaque fois qu'on a une décision importante à prendre en santé. On va sans doute faire systématiquement. C'est ce qu'on fait de plus en plus. Et alors, quel est Écoutez, là, on est au-delà du délire. C'est-à-dire qu'au début, je considérais que la gestion de cette crise était déconcertante. Aujourd'hui, elle est consternante, voire révoltante. On est dans un espace saturé de bêtises. Il ne vous a pas échappé qu'on a entendu tout et son contraire depuis le début, et notamment sur le fait, j'aimerais rappeler ça, sur le fait que le fameux rebond devait intervenir dès la fin du confinement, c'est-à-dire tout de suite après le 11 mai. Est-ce que vous pouvez essayer de réfléchir au fait que ce confinement, que ce rebond n'a pas eu lieu? En réalité, voilà... On nous prévient d'une seconde vague depuis maintenant plus de 3 mois. Et elle n'arrive jamais. Or, il n'y a aucune explication au fait que cette seconde vague, aucune explication scientifique donnée par les gens qui prônent justement le confinement généralisé, aucune explication scientifique qui nous explique pourquoi il n'y a pas eu cette deuxième vague dès le déconfinement, alors qu'on avait vu dès le début mai des réunions, même des manifestations avec des milliers de personnes. Il y a eu un mélange des gens, il y a eu un brassage de population dû aux vacances invraisemblable, et la deuxième vague n'a pas eu lieu. Alors pourquoi attend-on maintenant le retour de l'automne pour nous dire qu'il va y avoir peut-être, éventuellement, une autre vague, et donc mettre quand même des mesures extrêmement limitantes en termes de liberté. Et alors, quel est le coût moyen d'une étude et sa durée? Par exemple, combien de temps ça prend d'intégrer toutes ces données, de faire toutes ces simulations? Alors, ce qui est très intéressant avec ces études-là, c'est que c'est des études qui peuvent être faites dans un temps assez court si vous travaillez avec une équipe experte. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 100% de l'intelligence. C'est-à-dire que les données existent, il suffit de les collecter, de les mettre en musique dans un système mathématique validé par des experts de la pathologie, ensuite de faire vos scénarios et de les comparer. C'est-à-dire que le temps est uniquement dépendant de l'expertise de votre équipe. Donc quand vous avez une équipe assez experte, en 6 mois, 9 mois, vous pouvez développer un modèle. Alors que quand vous faites une étude où vous recueillez des données, vous en avez pour 3, 4, 5 ans, 10 ans parfois. Donc c'est très intéressant en termes de timing, ce qui permet de prendre des décisions assez rapidement. En termes de coûts, ça peut vraiment varier. Si vous êtes sur une petite problématique à l'échelle d'un département assez simple où les modèles existent, les données on les connaît, elles sont simples, ça peut être autour de 60 000 €. Les projets dont je vous parlais avec l'Institut national du cancer, on est sur des sommes beaucoup plus importantes. C'est des projets qui durent 2 ans. On prend en compte les particularités géographiques et donc beaucoup d'éléments. L'impact est sur toute la population. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires ? Et en tout cas de sa dynamique? Ça dépend des années, mais ça peut aller de 700 000 à 1 million selon les années, selon les projets qu'on a en fait. Et alors comment financez-vous le développement? En fonds propres. Par contre, il est PDG d'une entreprise qui, regardez, a reçu entre autres 471 000 € de Gilead l'année dernière, ce qui nous vend le fameux Remdesivir. Systématiquement, quand on a eu besoin de renforcer nos équipes, on a pu le faire puisque c'est une activité d'expertise, de niche. Donc on n'a pas besoin non plus d'avoir tout le développement technologique. Tout le développement technologique, oui, en fait tout a été fait en interne, ce qui fait qu'aujourd'hui on a aussi un capital qui est tous les modèles qu'on a développés dans les différentes aires thérapeutiques, ce qui nous permet d'aller encore plus vite aujourd'hui. Alors, quelles sont les prochaines étapes et les relais de croissance pour PH Expertise? Il y a 2 grandes étapes. La première étape, c'est de s'associer à des sociétés qui mettent en place des solutions pour faire évoluer le système de santé. Donc nous, on pourrait tout à fait être capable de faire la simulation,
d'orienter les gens qui mettent en place des solutions sur le terrain pour faire changer les choses, organiser les soins, organiser les parcours des soins, faire sortir les patients de l'hôpital, toutes les sociétés qui mettent en place, les sociétés de conseil qui mettent en place les organisations sur le terrain. Et ensuite, une fois que ça a été mis, on peut voir si nos simulations étaient réelles et puis on peut évaluer ce qui a été mis en place. Ça, c'est un des relais. Ça, c'est un des relais de croissance. Le deuxième relais de croissance qu'on a, c'est d'être un peu collaboré avec des très gros cabinets de conseil qui veulent mettre en place des organisations et de faire des simulations, des recommandations qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire que je pense que ça pourrait être intéressant pour nous. On demande des études à eux et à ce moment-là, ils vous sous-traitent la Exactement. On leur demande, eux, d'être opérationnels, d'avoir des très grosses équipes qui mettent en place des organisations. Et nous, on est sur la partie vraiment brain, c'est-à-dire on simule, on prédit et on voit derrière si finalement on évalue si ça a été bien fait et si le résultat est au rendez-vous. Et vous allez continuer en parallèle votre activité en direct? Bien entendu, bien entendu. Mais pour nous, ce serait un relais de croissance de pouvoir travailler avec des intermédiaires parce que ça démultiplie finalement le nombre de projets sur lesquels on pourra travailler et ça nous recentre sur notre expertise qui est vraiment le développement de modèles en limitant parfois trop d'interfaces et qui nous empêche de nous centraliser vraiment sur notre métier technique, développer des modèles de simulation de très haut niveau. Merci beaucoup. Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça, c'est un constat assez négatif. Et je vous dis finalement, on a hypertrophié la remédiation technique à la souffrance, y compris en médecine, pour oublier la remédiation sociale et la remédiation symbolique. On a cherché un idéal complètement fou de vie éternelle que nous, en réanimation, on passe notre temps à essayer de couper en disant « basta, ce projet thérapeutique n'a aucun sens, nous allons faire un lata ». Parce que tous les autres gens en amont étaient fous et juste appliquer des choses complètement délirantes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a le choix. Il y a la révolte des canuts qui est assez intéressante, et le ludisme en Angleterre. Les ludites, c'était des manufacturiers qu'on a remplacés par des métiers à tisser et qu'on dit bon, on va casser les machines, là, parce que là, vous êtes non seulement en train de nous prendre notre métier, mais vous êtes en train de nier même ce qu'on est. La médecine des process, la digitalisation du soin, elle est en train de nier ce qu'on fait. Elle est en train de nier notre existence même. Est-ce qu'on peut casser les machines? Pour moi, volontiers, mais ça, je pense que c'est pas forcément pérenne, quoi. C'est démonstratif. Mais vous pouvez lâcher votre téléphone portable. Je pense que c'est extrêmement sain de lâcher le téléphone portable. Quelques heures par jour. Est-ce qu'on peut faire de la désobéissance civile? Vous le voyez dans le champ de la société civile, extinction, rébellion, je sais pas quoi, etc. Il y en a plein maintenant, des gens qui arrivent et qui font des sittings, les gilets jaunes et autres, qui disent pour chacun leurs raisons, environnementales, sociales, démocratiques, cherchent quelque chose d'autre, à dire basta avec votre système d'automatisation déshumanisante du monde. Revenons à l'humain, quoi, human inside. Et donc, peut-être qu'on peut faire quelque chose, effectivement, peut-être que vous pouvez vous asseoir et juste faire de l'obstruction. Non violente, pourquoi pas. Peut-être qu'il peut y avoir des zones d'expérimentation de nouveautés, des ZAD, des endroits de créativité incroyables en résistance. Et peut-être que le topo du monsieur de Toulouse, tout à l'heure, sur la façon de gérer son hôpital, c'était un peu ça, c'était une espèce de ZAD des hôpitaux, quoi. De dire, est-ce qu'il faut vraiment qu'on appartienne à là-bas, il y a un annonceur, c'est un fonds de pension américain, en fait, qui possède ces cliniques, Bouchard, etc. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on devienne, qu'on aille nourrir Margaret California à chaque fois qu'on fait un acte de médecine, ou est-ce que, non, il faut relocaliser l'économie, il faut reposséder, il faut remettre des vrais gens là-dedans, des vrais humains qui risquent leur argent, qui font, etc. Peut-être que c'est intéressant de le faire à l'échelle d'un service, à l'échelle d'un groupe d'internes, à l'échelle d'un groupe humain plus large. Souvent, pour les collapsologues, il y a la notion de survivaliste d'un côté ou de décroissant de l'autre. C'est-à-dire, ça va péter, le truc va s'effondrer, et comment je vais faire? Comment on va survivre dans cette affaire? Moi, il faut que je sache faire des trucs. Ça, c'est le survivaliste. Et je vais prendre un gros gun pour me défendre, parce que si je fais pousser des patates et que j'ai des poules, sûrement les autres, qui sont pauvres et qui savent rien faire, ils viendront me les voler. Et donc, je vais m'armer et me mettre dans mon bunker anti-atomique, etc. Bon, c'est une vision pas très, très sympa de l'effondrement. Mais vous avez une autre vision qui est de dire, mais non, vous ne pouvez pas vous sortir de cette affaire tout seul. C'est l'impasse du capitalisme néolibéral mondialisé. C'est qu'en fait, on ne peut rien résoudre tout seul. Tout seul, vous êtes face à un mur d'impuissance. Vous ne pouvez rien changer au climat, vous ne pouvez rien changer au fonctionnement de l'hôpital public, vous ne pouvez rien changer à rien si vous êtes tout seul. Donc il faut coopérer, il faut réussir à se mettre ensemble. Et ça, on ne nous l'apprend pas, on passe des concours où on doit être le meilleur. Tout seul.
Peut-être qu'il faut changer les outils de mesure. Je vous ai parlé des outils de mesure tout à l'heure, du PIB, etc. Vous savez qu'au Bhoutan, on a proposé le bonheur intérieur brut. Vous en avez entendu parler. D'un coup, le roi du Bhoutan, qui avait été élevé en Angleterre, a dit il se gourre complètement, c'est complètement débile cette affaire. On va faire autre chose. On va avoir besoin des paysages. On va avoir besoin que la culture reste, que les enfants connaissent les chansons du pays, etc. Qu'on n'ait pas Coca. Et on se défend comme ça. On change notre outil de mesure. Est-ce qu'on est capable de changer notre outil de mesure en santé? Comment on mesure que ce qu'on fait, c'est bien? Techniquement, c'est toujours bien. Et techniquement, c'est toujours de mieux en mieux. Et la séduction du diable qui nous fournit tous ces outils, c'est qu'effectivement, c'est mieux que l'humain à chaque fois. Sauf que si vous prenez un groupe de gens à qui on a transformé le sexe, par exemple, si on prenait un groupe de cancéreuses à qui ont eu tout ce qu'il faut pour le sein et qu'on guérit, si vous prenez un groupe de gens qui sont passés en réa pour un laïeul ou pour autre chose comme hier, vous vous rendez compte que 10 ans après, ces gens sont encore comme des lapins dans les phares, extrêmement fragiles, voire suicidaires, ne retrouvent pas de boulot, etc. C'est toutes les études sur le SDRA, sur les sorties de réa et tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait techniquement, c'est une guérison. Mais socialement, symboliquement, il n'y a rien. Donc peut-être qu'il faut réinvestir le champ social et symbolique et changer notre façon de mesurer. Une autre chose, c'est de se dire d'un coup, est-ce que je peux mettre en tension une logique écosystémique et une logique centrée sur l'individu? Dans une logique centrée sur l'individu, je vais toujours vouloir le mieux pour lui. Dans une logique centrée sur l'écosystème, je vais peut-être sacrifier des gens. C'est l'histoire de la harde de cerf. Les écologues sont intéressés à la harde de cerf. Quand on laisse une harde de cerf sans loup, d'un coup, les petits jeunes, pas des merdes, les vieux qui sont malades, etc., ils prolifèrent. La harde bouffe tout son biotope. Et en fait, elle est globalement en mauvaise santé et elle finit par s'effondrer. Par contre, si on lui met un loup, d'un coup, les jeunes sont mangés, les vieux sont mangés, ceux qui sont fragiles et malades sont mangés, et toute la harde va bien et est pérenne dans le temps. Et ça, c'est compliqué, parce que d'un coup, la logique écosystémique, elle est cruelle quelque part. Mais il est intéressant de voir que dans les logiques comme la permaculture, en agriculture, mais qui s'étend à bien d'autres domaines, il y a l'idée qu'il faut prendre soin de la terre, certes, mais il faut prendre soin des gens, il faut prendre soin de nous. Et donc, il faut réussir à mettre en tension ça, l'individu et le groupe, l'individu et le système, l'instantanéité et la pérennité. Et comment je fais ça? C'est compliqué, c'est pareil, je ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux pas l'arbitrer tout seul, sinon je vais l'arbitrer avec mon monde de la vie et mes références culturelles, sociales, religieuses. Et elles ne seront pas les mêmes pour chacun, c'est ce qu'on voit dans les latas. On n'est jamais tous d'accord sur comment il faut faire les choses. Peut-être que je peux débloquer l'énergie, d'un coup en changeant la raison d'être de ce que je fais. Je vous donne l'exemple de Buurtzorg en Hollande. Buurtzorg en Hollande, c'est une entreprise de soins à domicile infirmiers. C'est un système ultra rationalisé. L'infirmier, il est géolocalisé, il a un certain temps de transit entre ses différents patients, et donc on lui donne tous les matins son planning, et il doit passer ci ou ça. Et chaque geste qu'il doit faire, la prescription médicale, est minuté. Il a 4 minutes 30 pour faire un bas de contention, 7 minutes 12 pour faire une injection de Lovenox, etc. Tout ça est rationalisé. Il y a un moment, en 2011, Jos de Blok, il a dit « Merci, je m'en vais ». Et il est parti avec 11 copains. Il a formé Buurtzorg, 12 personnes, qui sont maintenant 20 000. Et il a dit, notre but, c'est pas ça, c'est pas de faire les prescriptions des médecins. Notre but, en tant qu'infirmier à domicile, c'est de maintenir les gens en meilleure santé possible, et le plus longtemps possible à domicile, et le plus autonome possible. Et ils ont commencé par s'asseoir et prendre le café pendant 1h30 avec les patients, et discuter de leur vie, et de qu'est-ce qui allait pas, et de qu'est-ce qui allait bien. Et d'un coup, ils ont trouvé d'autres solutions. Ils sont allés voir la voisine, un petit couple de jeunes, et ils ont dit, est-ce que vous voulez bien faire les courses pour la petite vieille, là, ça l'arrangerait bien, puis comme ça, vous créerez du lien. Ils ont appelé la famille, ils ont dit, oui, bon, on va organiser l'anniversaire, je vais appeler les copines, je peux faire venir le coiffeur, mais il faut que vous lui offriez une robe, quoi. Comme ça, elle aura de la fierté, elle sera... La Sécu s'est émue de ça. Et elle a dit, la Sécu hollandaise, elle a dit, bon, merci, vous êtes gentil, mais vous n'êtes pas là pour prendre le café, vous êtes là pour faire ce qu'on vous demande. Ils ont envoyé Ernst & Young, une grande entreprise d'audit internationale, qui a audité Buurtzorg. Buurtzorg, en fait, permettait d'économiser 40% des soins prescrits. Il n'y avait pas besoin de les faire. Buurtzorg permettait de diminuer de 1/3 les hospitalisations en urgence de ces patients-là. C'est-à-dire que même dans la façon de compter habituelle, Buurtzorg avait raison. Est-ce qu'on peut réfléchir à la raison d'être de ce qu'on fait? Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Devant le bord du vide, je vois en bas passer les gens. Ils ne me regardent même pas. Pour eux j'ai gaspillé mon temps. Regardez-les, ces messieurs dames, dans leur belle tenue d'Occident. Non, je ne suis pas un Parisien, juste un petit gars du coin. Qui ne sait plus trop où il est. Alors, laissez-le sur les toits.
plus je vous entends et plus je suis pâle. Alors je m'écarte de votre bocal. Oui, je suffoque, j'ai plus le mental. Vais-je vraiment devoir en finir et ainsi me laisser partir? Je trouve pas la clé de la prison, trop fatigant d'avoir raison. On me dit que je suis con de me prendre la tête, que c'est trop bon de faire la fête. Mais y a pas que nous dans ce putain de monde. Et nos enfants, qu'est-ce qu'on leur montre? Je sais c'est nul, baisser les armes, mais j'en ai marre de voir des larmes et de me sentir impuissant devant le sang de l'innocent. Je sais plus trop où alors il s'éloigne sur les toits. Au-dessus de la ville, pour être sûr qu'on ne le voit. On doit attendre que le temps passe, mais passe le temps et vient le trépas. S'il n'y a plus que ça pour s'en sortir, pourquoi pas me laisser mourir? Je dis pas ça pour faire le malin, mais le malin lui est déjà là. Alors je vous dis à bientôt, peut-être bien qu'on se retrouvera là-haut. Non, je ne me laisserai pas faire. Oh non, vous n'aurez pas ma